De retour, chers téléspectateurs, et j'ai le plaisir d'accueillir nos invités pour ce soir. À ma droite, M. Alfred Kamis Jassama, rédacteur en chef du magazine Charlie Logogne et récemment également de Média Charlie Logogne. Bonsoir, M. Alfred. Bonsoir. Et devant moi, M. Folkrat Winfour, président de l'association de la presse étrangère en Égypte. Bonsoir, M. Folkrat. Bonsoir. Alors, donc, on va commencer, avant de parler de la Libye, on va commencer par la réunion du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi avec la délégation de journalistes africains qui ont été accueillis au palais présidentiel. Plus de 25 journalistes et rédacteurs en chef qui participaient à l'atelier de le partenariat égyptien-africain pour le développement. Je commence à demander à M. Folkrat, que je croise toujours concernant la presse, pourquoi une telle réunion et les déclarations du chef de l'État qui ont mis en relief et en exergue surtout le rôle des médias africains dans tous les pays africains en rôle de communication et comment sensibiliser les populations africaines, que ce soit en Égypte ou en Afrique en général, sensibiliser la population pour un développement de chaque pays. C'est très facile de répondre. Vous savez, la presse africaine, panafricaine même, est bien basée à l'Égypte, en Égypte dès les années 60. Et un grand nombre des organisations de libération anticolonialistes étaient fondées même au Caire. Et la radio du Caire, avant la TV, avait 40 langues africaines comme instrument. En même temps, le panafricanisme était soutenu d'une façon très forte par l'Égypte, la République arabe unie, et en même temps il y avait toujours des programmes qui étaient spécialisés pour les correspondants, et plus que ça, les journalistes africains. Plus que 25 ans, on m'a demandé d'ajouter quelques accents selon mon longue expérience. J'ai commencé ma profession comme journaliste en Égypte en 1958, veut dire que l'Égypte est très bien placée en ce qui concerne les relations avec l'Afrique telle qu'elle, et aussi avec la presse et le journalisme, et de tous les métiers en Afrique. Monsieur Alfred, comment vous voyez aujourd'hui, que ce soit en Égypte ou en Afrique, le rôle des médias pour une sensibilisation des citoyens africains pour leur participation et leur contribution plutôt au développement de leur pays? Bon, merci de m'avoir Quels sont les côtés, parole. au fait, les lacunes Oui. qui s'interposent aujourd'hui concernant cette communication de la part des médias face à tous les progrès de développement qui sont envisagés par les pays africains ou que ce soit par l'Égypte? Bon, à mon avis, en ce qui concerne les médias, leur contribution pour l'émancipation des peuples, notamment des pays longtemps colonisés, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui ne sont pas encore sortis de cette joug coloniale-là. Donc les médias ont un rôle très important à jouer, c'est-à-dire informer des populations afin qu'elles puissent vraiment contribuer efficacement pour le développement, c'est-à-dire pour donner des orientations, des grandes orientations politiques à travers des leaders politiques pour que l'Afrique puisse sortir de cette ancienne tradition qui consiste généralement toujours à regarder toujours vers l'Occident, regarder toujours les colonisateurs dans le passé. Donc les médias, pour moi, ils ont un grand rôle, parce que plus les médias n'informent pas correctement des populations, plus il y aura des problèmes, il y aura des conflits, parce qu'un peuple sous-informé est un peuple
qui ne peut rien faire. Parce que là, à mon avis, les peuples, pourquoi il y a beaucoup de revendications à travers l'Afrique, c'est parce que ces peuples ne sont pas bien informés. Oui. Bon, je donne un exemple. Si moi, je ne suis pas bien informé, je vais à chaque fois m'interroger. C'est une arme politique. Voilà, c'est une arme politique qu'il va falloir bien l'utiliser. Oui. Si on l'utilise mal, ça retourne contre les leaders politiques, et voilà, et c'est ça. Donc, il va maintenant falloir que des chefs d'État et certains politiques encouragent les médias à ce qu'ils puissent vraiment bien sensibiliser les populations. Donc, la rencontre d'Al-Sisi avec les journalistes égyptiens, c'était aussi pour montrer aussi l'engagement de l'Égypte vers l'Afrique. Parce que l'Égypte est toujours prêt à renforce ses relations. Parce que dans les décennies passées, il y avait une certaine, disons, laisser-faire, on ne veut pas dire négligence, mais c'était toujours très clair que les relations étaient dans une situation pas comme avant. Mais je crois, grâce à votre professeur Rali, qui était le grand pro-africain en Égypte, après la Révolution, directement, les dirigeants ont compris qu'il est absolument nécessaire de revivre, de renforcer les anciennes relations dans tous les domaines, je crois. Et ils ont droit, parce que jusqu'à maintenant, en 2-3 années, on a déjà réussi beaucoup. Oui, donc c'était aussi et dans ce cadre que le président a rencontré, je crois que les 25 journalistes de 25 pays, ils ont rencontré Sisi, c'était au palais. Donc lors de cette rencontre, le président les a montré aussi son engagement vraiment à soutenir les médias en Afrique. Donc dans ce cadre, c'est déjà un bon signe parce que l'Égypte, vu sa position, a un grand rôle à jouer pour l'émancipation de l'Afrique. Parce que la fois passée, dans l'édition passée, on a eu à parler des avantages que l'Égypte pouvait apporter à certains pays africains dans le domaine technique, dans presque tous les domaines. L'Égypte a beaucoup d'histoire et a beaucoup de choses à partager. Il a surtout tenu à affirmer qu'il a participé et assisté à toutes les réunions de l'Union africaine, des sommets de l'Union africaine. Je crois que le président a fait beaucoup d'efforts parce qu'il a fait assez d'efforts pour visiter beaucoup de pays africains. Donc c'est déjà un engagement par rapport aux anciens qui étaient beaucoup plus réticents vers l'Afrique. Ils s'ouvraient seulement. C'est vrai, c'est vrai. Et une chose aussi très claire et nécessaire de le dire, il y a des courants politiques, je ne peux pas mentionner quelques pays et capitales, qui ont voulu voir un éclat politique entre l'Égypte et l'Éthiopie à cause de cette digue qui s'est construite à la frontière avec le Soudan, la frontière soudanaise éthiopienne. Mais le président Sisi a très bien compris que la question plus profonde qu'une seule digue, c'est l'Afrique en général. Il n'a pas été mal informé. Il savait très bien les data techniques et en même temps ces courants qui avaient un certain but. Mais il n'a pas accepté de laisser ce problème devenir une catastrophe. Et au contraire, maintenant, même quelques pays qui au commencement n'étaient pas encore ne comprenaient pas encore la vraie position égyptienne envers l'Afrique telle qu'elle, pas seulement les pays du bassin du Nil, comme le Kenya, d'une certaine, et même Ouganda. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Il n'y a plus un problème, il y a peut-être des problèmes techniques, mais on trouve des solutions. Mais il n'y a plus de danger
d'un éclatement, d'une catastrophe, une guerre, c'est que courant voulait voir. C'est très clair. À mon avis, il n'y a pas assez de danger parce que sur le plan politique et sécuritaire, l'Égypte est actuellement en Centrafrique, en train de contribuer pour la paix en Centrafrique et aussi au Congo. Donc il y a déjà une participation active de l'Égypte. Le sommet de Malabo. Oui, vers les pays africains. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Et vu aussi le dernier engagement du président par rapport aux médias, parce que c'est le pouvoir qu'il fallait. C'est le principal outil qui parle par la voix de l'Afrique aussi. Bien sûr. Voilà. D'accord. Je vais m'arrêter concernant cette réunion, mais ce soir, puisqu'on parle toujours du rôle de l'Égypte, je m'arrête. Le rôle de l'Égypte en Libye. La crise libyenne, elle prend une très grande part du souci égyptien, du souci du gouvernement du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, pour dénouer cette crise et bien sûr pour plus tard, cette volonté qui émane bien sûr de la volonté de voir la stabilité dans la région. Et le chef de l'État, il a à maintes reprises insisté qu'il refusait toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Aujourd'hui, plusieurs questions en fait s'imposent aujourd'hui, surtout les acteurs en Libye. Je vais parler premièrement, si on commence par la crise libyenne depuis le début. Les dernières négociations, par exemple, étaient très positives entre le chef de l'État, plus de 4 rencontres, par exemple, avec le maréchal Khalifa Haftar. On en est aujourd'hui face à cette situation de... Pas seulement, et les autres aussi. Et les autres aussi. Bien sûr. On va parler plus tard du rôle de l'Europe. Je comprends. Oui. Non, et je veux le mentionner. Et du Tchad. D'accord. Donc, je vous pose la question, Monsieur Alfred, puisque vous avez, bien sûr, dans votre magazine, ou toujours en ligne, vous parlez des efforts de l'Égypte et aussi votre dernière série de Shari Logon qui parle de cette grande... C'est un niveau spécialement pour la Libye. D'accord. Donc, le rôle de l'Égypte est central et primordial et axial en Libye. Où on en est aujourd'hui concernant ça? Et plutôt, on va parler aussi sur le terrain des combats concernant autour de... Et les alliances. Les alliances aussi. Bon, vous allez voir que ici, là, le conflit en Libye, l'Égypte a l'intérêt vraiment de chercher les voies et les moyens pour que la paix revienne en Libye. Parce que l'Égypte partage une grande frontière avec la Libye. Et ce qui se passe... Plus que 1000 kilomètres. Oui, plus de 1000 kilomètres. Donc, avec tout ce qui se passe là-bas, l'Égypte vraiment sécurise d'abord sa frontière. Et elle doit aussi chercher par tous les moyens à ce que les Libyens retrouvent la paix. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de partenariats économiques dans le passé avec la Libye. Donc l'Égypte a beaucoup d'intérêts en Libye. Et les intérêts, que ce soit économiques, que ce soit en ressources humaines. Et donc il y avait beaucoup d'Égyptiens qui travaillaient en Libye. Donc par rapport à cela, il va falloir que l'Égypte s'implique encore davantage. Parce que là, ce qui est en train de se passer en Libye, ça va être très dangereux parce qu'il y a beaucoup de grandes puissances qui s'ingèrent dans l'affaire libyenne. D'accord. Voilà, donc là, ça va être très compliqué. Mais bon, espérons avec l'implication de la Russie qui vient de livrer quelques armes au camp de Khalifa Haftar. Et puis voilà, ils ont réussi à envoyer quelques spécialistes pour aider l'armée libyenne à vraiment chercher à monopoliser certaines zones déjà conquises. Il y a de cela, je pense, 2 semaines par des milices. La région oui, milices je parle des milices d'Ibrahim Jadran, je crois. Oui. Donc ils sont beaucoup plus rattachés au pouvoir de Tripoli. Les négociations, M. Folkrad, entre les deux gouvernements, comment sont-elles aujourd'hui? Les négociations entre le maréchal Khalifa Haftar et tous ses supporters et en même temps avec l'autre gouvernement qui est à Tripoli en fait. Où on en est ces négociations aujourd'hui? Mais sur le plafond, il est nécessaire
de dire une chose. Le Parlement élu, librement élu, et jusqu'à maintenant reconnu, même par les États-Unis et l'ONU, est le Parlement qui se réfugiait à cause des dangers dont quelques de leurs membres ont été exposés à la capitale Tripoli, par des islamistes, par des frères musulmans, on doit le dire, à Benghazi. À Tobruk, pardon. Et ce Parlement est le seul Parlement accepté par les Nations Unies jusqu'à maintenant. Les élections que l'on veut avoir, préparées, pourraient changer la composition de ce Parlement. Mais jusqu'à maintenant, la situation en Libye, en général, ne permet pas encore de ranger ces élections. Parce qu'il y a plus que 20 groupuscules et groupes armés qui ne sont pas prêts à perdre leur influence. Et à part de ça, il y a quelques, disons, terroristes qui quittent maintenant le territoire syrien parce que ce sont derniers jours, dernières semaines, mais ils se sont déjà implantés dans quelques régions importantes, avec l'assistance de quelques forces étrangères. Je suis bien informé. Je connais la Libye des jours de roi Sénoussi, Kadhafi et tout ça. Mais je vais vous dire, si le monde ne fait rien sauf demander les Libyens à se rencontrer, réconcilier, ce ne vaut rien. Parce que sur le terrain, les terroristes qui sont venus en Libye, et quelques-uns viennent de l'Égypte, et aussi, bien sûr, après la chute de la confrérie musulmane, qui est une organisation terroriste pour tous ceux qui connaissent la région. C'est pourquoi je crois que le gouvernement a placé à Tripoli, que l'on appelle le gouvernement d'union nationale, de réconciliation, n'a pas encore été le pouvoir de même de penser avant d'arranger des élections élections générales. C'est le plafond essentiel, le commencement d'une vraie pacification de ces pays. Toute autre solution sont des solutions qui ne peuvent pas être soutenues parce qu'elles ne servent que quelques fractions seulement. D'accord. Aujourd'hui, les positions, ou la position plutôt de la plupart des pays européens en Libye, commence à témoigner d'un peu de changement. Je parle surtout des pays européens et surtout la France. Ouais. Quel est aujourd'hui le rôle de la France? Et puis après, on va parler du rôle de la Russie aussi, qui, selon des analystes, a ses principaux objectifs de devenir un acteur clé dans la région. Premièrement, Russie, un ami de l'Égypte. Deuxièmement, la Russie en Syrie. Et troisièmement, la Russie en Libye. La France, la position des pays européens en Libye, aujourd'hui, comment vous la position de la France jusqu'à aujourd'hui, dans le passé, oui, mais aujourd'hui, la France n'a pas de position. Elle avait une position dans le passé. Elle est en train d'hésiter qui soutenir. Soutenir le gouvernement de Tobruk ou soutenir le gouvernement de Tripoli. Il y a eu dans le passé, le président Hollande a rencontré Fayez Sarraj de Tripoli à l'Élysée, mais jusqu'à là, ils n'ont pas de position fixe. Parce que là, par derrière, la France, elle est jalousement
contre certaines puissances aussi qui sont là avec quelques leaders politiques en Libye. Donc c'est ce qui fait que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des problèmes de la paix. Il y a le problème de la paix, il y a le problème d'insécurité en Libye. La réconciliation qui n'existe pas. Parce que là, vous allez voir, il y a deux camps, il y a deux gouvernements. Le gouvernement de Tripoli et le gouvernement de Tobrouk. Et il y a le fils de l'ancien président qui est déjà libéré. Mais la dirigeance à Tripoli n'est pas élue. Ils sont nommés, proposés. Les responsables qui émanent du Parlement démocratiquement élu à Tobrouk, ils représentent les autorités légitimes. Légitimes, oui. Donc, oui, légitimement, c'est vrai. Donc, le gouvernement de Tobrouk, c'est ce gouvernement qui est légitime. Et c'est ce gouvernement qui a... élu. Et qui est élu légalement. Donc, il y a la majorité des Libyens... Sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar. Avec le commandement de maréchal Khalifa Haftar. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ramener la paix? Et c'est après la paix, d'abord, qu'on peut, je pensais, organiser les élections. C'est une bonne initiative. L'Égypte avait affirmé que après ces dernières discussions avec le maréchal Khalifa Haftar, qu'elle œuvrait, et ils se sont mis d'accord. Oui, ils étaient d'accord. En février 2018. Oui, ils étaient d'accord pour. Ils ont créé une commission pour pouvoir organiser les élections. Mais pour organiser les élections, il va falloir d'abord sécuriser le pays pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Mais là n'est pas le problème parce que. Là, pour sécuriser le pays, il faut vraiment regarder seulement que l'armée libyenne. 40% du territoire libyen n'est pas libre, n'est pas contrôlé. Voilà. Et là, maintenant, 40%, il y a des factions qui s'opposent à l'armée libyenne avec le commandement du maréchal Khalifa Haftar. Donc, ces factions sont soutenues par quelques grandes puissances qui sont contre les autres, qui soutiennent maintenant le gouvernement de Khalifa Haftar. Donc, pour moi, en tant que... Monsieur Alfred, vous m'excusez. Il y a des factions à côté d'eux. De qui? Des factions... Bon, moi je parlais des milices qui sont contre, l'armée de Khalifa Haftar. Ces milices sont financées par qui? Bon, sans nommer, disons aussi, sans nommer ou pointer du doigt. Sans nommer, ces milices sont financées par l'extérieur. Il y a la Turquie, par exemple, qui est là derrière ces milices. C'est la Turquie et le Qatar, c'est bien connu, ce n'est pas des secrets. Mais le Qatar est très loin. Il y a la Turquie qui actionne, qui vient. C'est la Turquie qui joue le rôle d'intermédiaire entre le Qatar et la Libye. Donc, je reviens mais ils ont commencé à perdre leur influence à cause des... machination interne à Ankara. Donc là, maintenant, il va falloir trouver un nouveau gouvernement de transition. Mais ce gouvernement doit être plus fort. Et il faut un homme fort pour sécuriser la Libye et pour que les Libyens qui sont en dehors de leur pays puissent rentrer et afin qu'il y ait une quiétude totale. Et après cela, on peut maintenant organiser les élections. Mais on ne peut pas organiser les élections du moment où la majorité des Libyens sont hors de leur pays et même à l'intérieur, il y a de l'insécurité. Il y a des terroristes qui sont alimentés à tout moment. À Zeltan, par exemple, c'est incroyable. Oui. D'accord. Aujourd'hui... Aujourd'hui, le gouvernement du maréchal Khalifa Haftar est pleinement, ouvertement soutenu par les Émirats arabes unis, par le Tchad. On va s'arrêter au Tchad tout à l'heure pour voir pourquoi le Tchad soutient-il ce gouvernement. Mais ce n'est pas sa personne, c'est sa légitimité. Non, attends. Oui. Et la Russie... Le Tchad n'a pas soutenu pas des déclarations politiques. Oui. Mais il y a c'est ce qu'on appelle, vous savez, entre le Tchad et la Libye, et on a des communautés. On a des communautés au sud de la Libye qui appartiennent à la fois au Tchad et à la fois à la Libye. Oui. Cette communauté, c'est une tribu qu'on appelle les Toubou. Une région de Ma'aten. Les Toubou. Les Toubou. C'est eux qui C'est eux maintenant qui soutiennent Khalifa Haftar. Ils sont là avec Khalifa Haftar.
Donc, ils sont à la fois tchadiens et à la fois libyens. Donc, c'est ce qui fait que... Mais au niveau officiel, le Tchad n'a pas envoyé des militaires pour soutenir... non, on ne parle pas sur le terrain, on parle du soutien politique. Du soutien politique, mais ça vient, mais nous voulons des actions, actions Par concrètes. contre, M. Volkrat, l'Italie est-elle engagée militairement en Libye aujourd'hui, au contraire de la France? Je ne suis pas sûr à quel degré, parce que c'est très nouveau. En même temps, c'est bien clair que les pays limitrophes, comme la Tunisie, l'Égypte et l'Algérie, sont les pays qui sont directement concernés. Ils ont même peur qu'ils sont ingérés dans un conflit qui, généralement, ils n'ont rien à voir avec ces problèmes. Et je crois que l'Italie elle-même était toujours un pays avec des relations très spéciales et fortes avec... Même au jour de Muammar Kadhafi, il me disait, Kadhafi, Berlusconi est le meilleur ami de ma vie. Ah, je veux dire, les relations, ce qu'il me disait, je l'avais publié, mais je veux dire que les relations ont toujours été très spéciales. Et c'est pourquoi je m'imagine que les Italiens n'ont pas une initiative telle qu'elle, mais ils seront capables à aider s'il y a des initiatives acceptables. Le rôle de la Russie aujourd'hui, les politologues, plusieurs articles écrivent que la Russie aujourd'hui tente de s'imposer en tant qu'un acteur présent, pas un acteur clé, et certainement pas en Libye, puisque elle est trop loin en fait. La Russie aujourd'hui, sa position est claire vis-à-vis de la Libye et surtout avec le maréchal Khalifa. Oui, mais pourquoi la Russie aujourd'hui est-elle très consciente de l'importance de s'allier ou de soutenir? Bon, c'est une question de leadership. Quand on parle des grandes puissances, le conflit libyen, il y avait beaucoup de grandes puissances qui s'étaient ingérées là-bas. Donc, et la Russie était c'est la dernière des puissances maintenant qui s'est déclarée officiellement à soutenir la Libye. Donc, autrement dit, soutenir le maréchal Khalifa Haftar. Donc, vous savez que la Russie, d'abord, elle a constaté qu'il y avait beaucoup de grandes puissances qui étaient d'abord déjà sur place en Libye et qui étaient là en train de se quereller. Et ce sont ces querelles politiques ou bien ces querelles qu'on nous voit, des querelles, on peut dire sous-marines, qui fait que, voilà, il n'y a pas un leadership sûr. Donc, la Russie a trouvé des failles. Donc, il est là, question de leadership. Donc, si la Russie voit qu'il y a des failles, elle vient, les Libyens ne peuvent qu'accueillir la Russie. Et plus que ça. Oui. Les Russes ont beaucoup d'expérience en ce qui concerne de combattre ce qu'on appelle l'État islamique, les terroristes en Syrie.